Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S909 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 7 novembre 2024. Nous sommes toujours avec Ronnie Studienne de la boutique IPLN et le journaliste spécialisé Louis Royer du magazine en ligne Phototrend pour notre grande sélection des meilleurs boîtiers hybrides 2024. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Louis, Ronnie, si on devait essayer de résumer, de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, Ronnie. Bon courage. Pourquoi le rythme de sortie des nouveaux boîtiers a ralenti en 2024 ? On l'a dit, je le répète, pour moi, déjà, on a été mal habitué. Deuxièmement, on se cale sur le rythme de sortie et je le disais, des smartphones où c'est tous les 6 mois, mais on n'est pas dans ces mêmes gammes-là. Après, on a des années avec des années sans. Cette année, il y en a un petit peu moins, même si on a quand même parlé beaucoup de nouveautés cette année. Et peut-être que la fin d'année, déjà, on l'a dit, elle n'est pas terminée. Et ensuite, 2025, je pense, nous réservera de belles sorties. Quelles sont les nouvelles technologies qui ont marqué l'année 2024, Louis ? Alors, du côté de chez Nikon, on peut parler du capteur semi-empilé des Z6 III qui est inédit et toujours bien mystérieux, mais qui permet de donner au Z6 III des petites options de sport, une pertinence pour le sport et l'animalier qui n'est pas négligée. On peut aussi parler de l'intégration d'une technologie d'agrandissement d'image par IA au sein du Canon EOS R5 Mark II. Tu as très bien francisé l'upscaling, bravo. Non, c'est une belle terminologie. Et donc ça, c'est des technologies qui sont très intéressantes. Après, les constructeurs mettent toujours vachement en avant leur autofocus dopé à l'IA, qui est devenu vraiment le gimmick que tout le monde se doit d'avoir, des autofocus de plus en plus performants, qui détectent les yeux même dans la petite partie du cadre et de très très loin. Donc ça, c'est toujours très fort, ça marche toujours très bien et il y a de moins en moins de ratés. Et ils font une petite emphase aussi beaucoup sur l'intégration de simulation de films, de profils de couleurs, de lutte intégrée au boîtier. Ils mettent beaucoup ça en avant pour permettre de personnaliser directement dans le boîtier ces fichiers sans devoir les retoucher derrière. Donc ça, c'est une nouveauté, un retour un peu aux sources finalement de la photo numérique aussi, avant surtout le sur RAW, un boîtier quoi. grand public, le Z52, après l'arrachat de RED par Nikon en début d'année, qui propose des luttes intégrées. Ça, c'est assez fou. Ou le mix avec le S9, même Fujifilm qui est historiquement là-dedans, même Sony peut le faire aussi, donc voilà. On a aussi Canon et Nikon qui ont parlé du C2PA. Alors bon, c'est pas encore intégré, c'est à venir en cours de l'année 2025. C'est une technologie qui risque de devenir un peu incontournable dans un avenir assez proche. C'est une technologie qui est très intéressante, qui pour rappel est intégrée par défaut initialement sur le Leica Emmons P, qui est d'ailleurs plus ou moins le seul à le mettre vraiment en application. Sur certains boîtiers Sony aussi. Certains boîtiers Sony, oui mais non. En fait, c'est juste disponible pour certaines agences pour l'instant. Ça a été mis à jour à une mise à jour publique, mais cette option-là n'est pas disponible en fait, pour le grand public. C'est certaines agences qui le testent, comme pour le Z6 III actuellement, qui a reçu, dont certaines agences ont un firmware de test pour implémenter cette espèce de métadonnée spécifique qui permet de suivre la traçabilité de son image du déclenchement jusqu'à l'édition derrière, jusqu'à la publication de l'image. Donc via une plateforme, on peut retrouver l'image originelle, comment elle a été modifiée, s'il a été agrandi, si on a rajouté des couleurs, si on a rajouté des objets sur l'image. Ça permet, dans ces périodes de fake news et d'images créées par IA, de conserver des images, d'être sûr des images qu'on a prises. Après, est-ce que ça va être démocratisé vraiment ? Est-ce que toutes les agences, tous les médias vont demander ce que les boîtiers aient cette fonction et que chaque photo soit balisée de cette façon ? Je ne sais pas encore. Moi, j'avais quelqu'un chez Leica qui me disait que c'était peut-être intéressant aussi pour des artistes qui voulaient être sûrs des plasticiens, des créateurs d'œuvres qui voulaient être sûrs de l'originalité de leur œuvre, après l'avoir pris en photo, la mettre en ligne pour être sûr qu'on leur vole pas leur idée, pour montrer, regardez, c'est moi qui avais l'idée de base il y a longtemps et tout ça. Voilà, c'est intéressant et c'est à la fois un petit peu triste qu'on en soit obligé d'arriver là aussi parce que l'IA et le deepfake et les fake news sont en train de pourrir un peu tout ce qui existe dans le monde des médias et qu'on soit obligé de créer des technologies finalement pour se prémunir de choses qui n'existaient pas avant. Ronnie, est-ce qu'un boîtier hybride sans viseur pour débuter, c'est une bonne idée ?
En tout cas, c'est pas une mauvaise idée. Je pense que derrière, chacun va avoir, son. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise son goût là-dessus. Quand on parle pour débuter, alors si on parle pour quelqu'un qui n'a jamais d'appareil photo, ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il fait de la photo, il la fait par exemple avec son smartphone, donc il n'y a pas de viseur. On va donc retrouver une certaine habitude de cadrage, les bras tendus, et donc l'écran n'est pas gênant. Si par contre, on a quelqu'un qui vient du réflexe et qui bascule à l'hybride, là, je pense que c'est peut-être un peu plus compliqué et que le confort d'utilisation, la précision et l'expérience d'utilisation avec un viseur est clairement, à mon goût en tout cas, au-dessus. Mais si les fabricants le font et s'il y a des gens qui sont à la recherche de ça aussi pour de la compacité, c'est que c'est pas une mauvaise idée en tout cas. Louis, est-ce que tu penses que les boîtiers micro 4 tiers et APS-C ont encore un avenir dans les années à venir? Alors, APS-C, je pense qu'il y a quand même un gros marché encore, puisque c'est quand même souvent la référence pour l'entrée de gamme. Et il y a des compacts experts très très réputés qui sont en APS-C. On voit que c'est un marché qui je pense, sans être fort, enfin, je ne peux pas savoir s'il est florissant ou pas, mais a toujours beaucoup de pertinence. Et là, c'est là où il y a le plus de sorties. Le micro 4 tiers, lui, est un peu plus moribond. Olympus / OM System, ça devient compliqué en termes de sortie, de renouvellement. Quand il y a un nouveau boîtier, en fait, c'est un boîtier redessiné d'un boîtier plus ancien. Je dirais qu'il y a un plafond de verre un peu. Ouais. Et puis la promesse initiale du micro 4 tiers, c'était on vous sacrifie un peu de la qualité d'image, de la montée en ISO, mais vous avez des boîtiers plus petits et des optiques plus petites. C'était vrai, c'était toujours vrai pour certains boîtiers. Après, on a vu que par exemple, Panasonic, ils ont fait sauter ça assez vite avec des G9, des G2, des GH7 qui sont plus gros que des réflexes d'avant avec des très grosses optiques. Donc finalement, cette promesse initiale de compacité, elle tient plus vraiment. Même Olympus avait commencé à le faire avec l'OMD M1X, qui était le premier boîtier hybride monobloc, mais avec un capteur micro 4 tiers. Et voilà, et des gens qui veulent des appareils photo compacts très performants, on a vu que les smartphones, il y en a qui sont très très bons aujourd'hui, malgré ce qu'on peut entendre de la part des constructeurs photo. Et on voit maintenant que des boîtiers type XM5 à des boîtiers APS-C qui sont plus compacts que beaucoup de boîtiers micro 4 tiers. Donc c'est un segment qui a été un petit peu délaissé, faute peut-être de moyens du côté d'Olympus. Et même Panasonic, même s'ils font toujours des boîtiers micro 4 tiers, eux, ils ont pris le shift du plein format. Et c'est un secteur qui est en gros un plein dynamisme pour eux, parce que maintenant, avec du plein format, tu as des boîtiers aussi compacts, tu as des optiques presque aussi compactes, et avec une qualité d'image qui reste largement supérieure, n'en déplaise aux aficionados du micro 4 tiers. C'est la promesse initiale du micro 4 tiers, elle est plus trop remplie, et c'est pour ça que c'est plus compliqué aujourd'hui de recommander ces boîtiers, et c'est aussi plus compliqué pour les marques qui faisaient que ça d'en vivre pleinement. Ronny, les coups de cœur de l'année 2024. Alors, comme ça, tu me prends à chaud. En appareil photo, j'entends. Oui. Je me doute bien. La Renault R4. Non, je vais pas. Cette émission par en l'air. Il y a beaucoup de boîtiers qui sont, pour certains, pas encore soit complètement disponibles, soit totalement arrivés. On va parler du X106, Leica Q3, 43. Je vais rajouter 43 pour moi. XM5 à venir, mais je pense très 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 grosse bombe. R5 Mark II chez Canon. Et allez, on va ajouter quand même le Z6 III parce que c'est un beau boîtier dans cette catégorie. On les met tous après. J'en ai dit 5. Non, moi j'en prends qu'un. Allez, le GFX en S2. Ouais. Et toi, Louis? Alors moi, s'il devait en rester qu'un pour 2024... allez, on va dire le Sony A9 III, parce qu'il est sorti au début 2024. Ouais, tu triches un peu. Ah non, tu as raison. Non, il est sorti en janvier ou février. En 2025. Annoncé 2024, mais 2023, pardon. Il est sorti en 2024. Il est perclus de défauts pour plein de raisons. Il est très très cher. Par contre, effectivement, on disait qu'entre chaque gamme, maintenant, les renouvellements technologiques sont pas hyper marqués. Là, c'est le plus gros renouvellement technologique. C'est celui qu'on a sur le marché depuis très longtemps. C'est la vraie innovation. C'est un boîtier que j'achèterai jamais et qui est pas forcément pour mon usage, mais voilà, en photo comme en vidéo, ça reste peut-être c'est la bombe technologique qui en appelle d'autres, des autres constructeurs, j'espère. Il n'aurait pas été annoncé fin 2023, on l'aurait mis dans les innovations technologiques marquantes, clairement. C'est vrai. Selon vous, c'est quoi les tendances qui se profilent en 2025 et les boîtiers qui devraient normalement voir le jour? Ronny, pour commencer. Normalement voir le jour, moi j'espère un remplacement de l'Alpha 7 IV déjà. Je vais rester chez Sony parce qu'ils ont été relativement pauvres jusqu'à présent. Ils n'ont pas fait grand-chose cette année. Donc voilà, on l'a dit tout à l'heure, A7 IV, A7S III et FX3, je vais citer ces trois-là que j'espère vont bouger. Alors, le A1 aussi. Le A1 aussi, après, voilà, on lit beaucoup de choses, donc comme tout le monde, est-ce que c'est pas la surprise du chef d'ici la fin d'année? En tout cas, moi je croise les doigts, j'aimerais bien.
Après, s'il est annoncé fin d'année, classiquement, il sera commercialisé en 2025, donc ça compte aussi. Toi, t'aimes bien jouer à la frontière entre les années, toi. Moi, je parle en termes d'année fiscale, de toute façon. Ah, ouais. Comme les constructeurs. Mars à mars. Voilà. Bon, toi, Louis, c'est quoi les tendances que tu vois sur l'année prochaine? Bah moi, ce que j'espère, ce dont tu parlais aussi précédemment, c'est un compact expert moyen ou plein format. Ça, c'est Oui, vraiment oui. d'autres marques que Leica, voilà, évidemment. Un truc. Leica avait évoqué l'idée de Un moyen. se relancer dans le moyen format. Il y a Bah, pas si longtemps ils ont que fait ça. plus qu'évoquer l'idée, ils l'ont dit clairement, et puis il y avait des Non, mais vidéos on veut de un tarif présentation. accessible, Ouais, ça. donc si possible. Après, ce peut-être, serait plus un hybride, et effectivement, un hybride moyen format de chez Leica serait S4, je crois, le nom. Bon, on serait au moins à 10 000 balles, bon, ça c'est différent. Après, moi, je prends un compact expert vraiment moyen format ou plein format, un boîtier qui me dise vraiment, un peu comme le Q3, un peu comme les Q de façon générale, en disant s'il devait en rester qu'un, tu prendrais ça. Ouais. Eh ben, ça se trouve, un boîtier plein format, compact expert de chez Sony ou chez Canon, chez Nikon ou moyen format chez Fujifilm, c'est peut-être le boîtier que tu prendrais sur une île pour restant de tes jours. C'est un peu ça, moi, que j'attends, qui vraiment ferait pétiller mes petits yeux en me disant ça, c'est du jamais vu. Enfin, c'est du presque jamais vu par rapport au reste qui finalement ne sont entre guillemets que des renouvellements si on était vraiment blasé, quoi. Ouais, ou même très spécifique, on a parlé du Widelux ici il n'y a pas longtemps, au format panneau, pourquoi pas un TX Fuji sait faire, enfin Blad sait il y a faire longtemps, et Blad sait faire aussi. Voilà, quand on aime le format panneau, Xpan, un TX moyen format, ouais, pourquoi pas. C'est vraiment exceptionnel, c'est un truc au X-Pan, en moyen format, un compact expert, un capteur horizontal, complètement panoramique. Vous allez trop loin, les gars. Vous allez trop loin.